Salut à tous. J'aurais aimé vous parler d'un petit livre en fait. Ça fait quelques mois que j'ai envie de faire ça, que j'ai découvert via Internet sur Netflix. C'est Netflix, l'aliénation en série de Romain Blondeau. Je parle juste de ce bouquin, mais en fait je ne connais pas l'auteur, hein. J'ai pris moi-même l'initiative de faire de la pub pour ce livre car vraiment je l'ai dévoré, une cinquantaine de pages. Je voulais en parler car je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi complet sur le sujet. Vraiment, dans ce livre-là, il y a tout. En fait, pourquoi, du comment Netflix c'est devenu pas ouf, hein, faut dire ce qui est. Pourquoi tous les films se ressemblent. Pourquoi, voilà, on a l'impression, à part quelques exceptions, si on cherche, on a l'impression de voir tout le temps les mêmes films avec donc les mêmes codes. Et tout ça est très bien expliqué. Je me suis régalé. Je suis pas très Netflix, voilà, je suis pas très plateforme non plus, mais évidemment ça m'arrive d'y aller de temps en temps. Surtout là récemment, j'y suis retourné pour voir les nouveautés qu'il y avait, ce qu'il y avait, nouveautés ou d'ailleurs anciens films non produits par Netflix qui peuvent sortir sur la plateforme. Ça me désolait pas mal. Mais c'est comme Hollywood, hein, finalement. C'est comme les grosses productions d'une manière générale. En fait. Voilà. Mais là, le sujet, c'est Netflix. Et dans ce livre-là, vraiment, tout est très bien expliqué et c'est vraiment un régal. Donc, je vous le conseille. De Romain Blondeau. Cette machine est Netflix qui nous éloigne vraiment des films et séries qui ont un sens, qui sont singulières, non standardisées et qui ne se contentent pas de reprendre sans cesse les mêmes codes. Il y a pour moi un vrai questionnement qui me trottait pas mal en tête. Pourquoi me sentir seul dans le refus de ces plateformes? Même si je sais que, heureusement, je ne suis pas le seul. Pas le refus de ces plateformes pour me la raconter, pour me dire « ouais, je suis différent, je lutte », pas pour faire l'intelligent qui n'aime que les films d'auteur, ça c'est pas vrai. Mais parce que je me fais profondément chier devant Netflix. Ces films et séries m'ennuient réellement, ce n'est pas un genre que je me donne. Presque de l'ordre de l'insupportable pour certaines productions. Ça m'arrive d'y faire un tour par curiosité, comme je vous l'ai dit, mais rare quand j'y trouve mon bonheur. Et je ne méprise absolument pas les 90% des gens qui se rendent très régulièrement sur la plateforme et qui kiffent ce qu'elle propose. Qui kiffent ou pas d'ailleurs. Comme ceux qui regardent la télé-réalité et qui disent « je sais que c'est de la merde, mais pour rigoler, ça passe le temps ». Je ne les méprise pas car Netflix a tout fait pour nous happer, nous hypnotiser, dans le mauvais sens du terme, pour que les gens y retournent sans cesse. Mais alors, pourquoi cela ne marche pas sur moi? Pourquoi cela ne me happe pas et au contraire me repousse? Y a-t-il quelque part chez les gens une peur de ne pas être à la page et crainte d'être à l'écart d'un groupe s'ils n'ont pas vu la dernière série que tout le monde a vue? Avant même de connaître l'envers du décor, je n'aimais pas. J'ai très vite senti le manque de créativité des productions, et par conséquent cela m'ennuie. Pas par conviction à la base, juste, je me fais chier. Alors pourquoi me sentir seul dans des groupes de gens qui ne parlent que de la dernière série Netflix qui est sortie, et jamais d'un autre film qui sort un peu plus du lot? Pourtant il y a tant de films formidables à découvrir. Alors c'est pour cela que je tenais vraiment à évoquer l'envers du décor des productions Netflix, qui est bien expliqué dans ce livre, et ça donne encore moins envie de traîner sur la plateforme, ou en tout cas de ne pas la considérer comme la ressource principale de contenu. Oui, de temps en temps, il peut y avoir des trucs pas mal, je suppose. J'espère que cela touchera réellement les gens avec le temps, car les films, au-delà d'un divertissement, ce n'est pas rien, c'est de l'art. Je ne parle pas forcément de trucs d'intello, mais le cinéma dans son ensemble nous influence, nous conditionne, cela a un impact sur nos vies et sur le monde. Bref, je vous résume très vite ce qu'il y a dans ce livre, mais bien évidemment, il faut le lire pour le découvrir. Reed Hastings, entrepreneur milliardaire américain, cofondateur et directeur de Netflix, entre autres, dit « Votre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil. Notre temps diurne ne suffit plus. Netflix veut pénétrer nos nuits et nos inconscients. Aujourd'hui, aucune voix ne s'élève contre l'attaque au sommeil de Reed Hastings, qui nous assigne plus violemment encore au statut de rat de laboratoire, captif des groupes industriels. L'économie de l'attention nous a transformés en agents de notre propre aliénation. Pour maintenir les rythmes de diffusion et ne jamais relâcher l'attention de son audience, la plateforme s'est obligée à une cadence de production accélérée, très largement supérieure à ses moyens techniques.
Prise dans un engrenage, elle doit produire davantage et plus vite. 2018, elle investit 8 milliards de dollars dans les contenus. 2019, 14 milliards. 2021, 17 milliards, etc. Une dette de 20 milliards de dollars en 2017. En à peine une décennie, la plateforme s'est retrouvée dans la même fragilité financière que les studios hollywoodiens centenaires. Donc, la plateforme décide de se débarrasser de ces mauvaises herbes. Elle annonce l'abandon de Sense8 et de The OA, deux séries jugées comme trop expérimentales et fragiles commercialement. Je vais t'en foutre, moi, de l'expérimental, tu vas souffrir. Une ligne éditoriale plus consensuelle. Mission: choisir les projets, distribuer les investissements, examiner les coûts, contrôler les dates de livraison des épisodes, superviser leur écriture. Fuck l'art du cinéma, telle est leur religion désormais. Ciao le soi-disant mythe des studios bienfaiteurs qui laisseraient libre cours aux visions de l'auteur. Chaque écriture doit respecter des codes. La plateforme pense que les séries relèvent d'un ensemble de conventions et de règles dont chaque écriture doit respecter des codes. Résumé dans un document interne destiné aux scénaristes intitulé Creator Workshop EMEA. Décliner les critères essentiels pour écrire une bonne série ou un bon film. Le public décide inconsciemment s'il va regarder ou pas une série ou un film dans les 5 premières secondes. Toutes les scènes doivent faire évoluer l'arc narratif de la série, dévoiler de nouvelles informations à chaque instant. Rien n'est plus important que le héros, le public ne s'attache pas aux intrigues. Alors ça, ce n'est pas dans le livre, mais je rajoute que cette image tellement et constamment parfaite, propre, en devient repoussante, à force. Quand est-ce qu'on va se mettre à travailler un peu l'image pour l'en rendre un peu plus moins parfaite, en fait? Parce que artistiquement, ça peut être très intéressant aussi. Bref, de fait, toutes les séries et films maison semblent être passés par le même filtre, moulés dans les mêmes standards d'écriture et de conception. Le système atteint un degré de formatage jusqu'ici inédit. Que ce soit un western, un film fantastique, d'horreur, romantique, épique, psychologique, intrigue, humoristique, etc. Ils parlent systématiquement la même langue. Ils sont identiques. Toujours faire avancer les intrigues à coups de scènes purement explicatives et informatives. Rendre visible le moindre enjeu. La chasse à tous les vides. Maîtriser la science du romanesque, habile, mais on n'en tire aucun vertige, futile. La finalité reste toujours la même, conclure. On ne sort jamais d'une série ou d'un film avec des questions, que des réponses. Les séries ne stimulent rien en moi, mais me font engranger bêtement des informations. Le désir de nous conforter dans nos croyances, dans nos conforts. Hashtag Netflix and chill. Ouais, je suis fan moi aussi. T'as vu la dernière? Évidemment, comme tout le monde. Ah, alors c'était pas terrible. Non, comme la précédente. Bon, et si on parlait cinéma? Allez, vas-y. La vitesse. La mise en scène, elle aussi, est frappée par l'homogénéité qu'impose Netflix. De l'Inde à la Thaïlande, de la communauté juive berlinoise à Paris, etc. On peut faire le tour du monde si vous voulez. Tous les films et toutes les séries sont régis par les mêmes codes, dont la vitesse. Une série Netflix est une série qui va vite. Montage millimétré en champ contre champ et coupe utilitaire, plan fixe, épaule. La caméra ne dévie pas. Je précise perso, à part toujours ces mêmes plans de drone qui reviennent. Même leurs found footage sont tellement propres que ça en devient énervant. Bref. Les plans ne dépassent jamais 30 ou 40 secondes, et encore souvent, beaucoup moins. Un film ou une série Netflix ne filme rien d'autre que du texte, un scénario et de l'explicatif. L'art parfait du capitalisme attentionnel. Une série ou un film Netflix procède uniquement par information illustrée. Elle sacrifie à son obsession narrative tout ce qui fait l'essence du cinéma, la durée, le présent. Ah, c'est vrai qu'il y en a marre de ces flashbacks tout le temps. Le toucher, l'invisible, le hors-champ, merde, arrête de tout montrer. Le surgissement accidentel du réel dans un plan, etc. La vitesse, confondue avec le rythme, bien souvent, est son outil pour nous enchaîner à ces images, saisir notre attention, ne plus la relâcher. Je dois uniquement enregistrer une info et passer à la suivante.
Les cinéastes sont de simples exécutants pour la plateforme, dépossédés de leurs images une fois le tournage achevé. Des monteurs prennent la main, qui ont pour mission d'accélérer le tempo à mort et de ne montrer que de l'explicatif. Ainsi, l'art du capitalisme attentionnel. Est-ce que sérieusement vous allez continuer à bouffer du Netflix tous les soirs? Le binge-watching. Regarder un écran pendant des heures, enchaîner frénétiquement les épisodes, lutter contre le sommeil et l'ennui, disparaître à soi et au monde, sortir d'un tunnel d'images avec le sentiment qu'aucune nous aura percuté, que rien ne se sera déposé en nous, juste une sensation de nausée, un coup derrière la tête, une amnésie de quelques heures. Nous y cédons passivement, docilement, parce que le tunnel abstrait tout le reste. Ne plus apprivoiser notre solitude. Bien sûr, Netflix n'est pas le seul moyen de l'éviter. Je ne crains plus ma nuit et ma solitude car il me reste 3 épisodes d'Emily in Paris. Je choisis de m'aliéner à Netflix car cette aliénation est la moins douloureuse, je crois. Grâce aux études scientifiques qui se multiplient depuis plusieurs années, on connaît déjà les conséquences du capitalisme attentionnel qu'impose Netflix et autres plateformes sur nos cerveaux. Atteinte au sommeil, à la mémoire, anxiété, état dépressif. Mais ce que l'on sait moins, c'est les effets qu'auront ces médias sur nos regards, nos capacités de spectateurs. Quel type de cinéphiles finiront-ils par produire? Pourrons-nous faire encore l'expérience d'une durée, dans un film ou une série, supporter un plan qui excède 30 secondes? Pourrons-nous accepter qu'une scène n'ait pas de fonction propre ou de discours lisible? Tous les cinémas survivront-ils à la culture Netflix? Malgré les apparences, Netflix n'a aucune autre idéologie que sa stratégie confusionniste et commerciale. Personne n'y voit très clair, il n'y a pas de bord politique précis, cette confusion est précisément son programme. Pour la droite, Netflix serait l'agent combatif du wokisme, pour la gauche, un studio réactionnaire. Netflix est très vite positionné comme un lieu sensible aux questions de visibilité des minorités, uniquement dans un but commercial. Des héroïnes lesbiennes, racisées, trans, handicap, LGBT, discrimination, violence policière. Et hop, tout le monde dans le sac. Par quoi te sens-tu concerné? Mais l'algorithme de son programme renvoie des informations contradictoires, comme dénoncer des violences policières d'un côté, mais encourager la violence réactionnaire de l'autre, produire une série anticapitaliste d'un côté, mais faire un documentaire chaud sur les investisseurs immobiliers de l'autre, diffuser une série qui dénonce la violence sexuelle, mais également un film qui fait l'apologie de la culture du viol, etc., etc. Voguer sans ancrage ni conviction, les idées se confondent, tant que ça fait du fric, tout est bon. Netflix serait un choix. On me dira que Netflix n'est pas qualitatif, on le sait. On le sait puisque tout le monde le dit. Même si on ne connaissait pas l'envers du décor, on le sait. Mais on y va. On y retourne. Pourquoi? Car c'est à portée de main, facilement d'accès. Nous avons cherché des excuses pour justifier cette voracité. Le cinéma c'est trop cher, oui c'est vrai. Mais il y a de multiples cartes d'abonnement et de réduction, pas plus cher qu'un abonnement Netflix, peut-être même moins, à vérifier, mises en place par des groupes d'exploitants. Difficulté pour certains territoires à accéder à des salles de cinéma. D'autres plateformes de streaming existent telles que la Cinétech, MyCanal, Mubi, qui donnent accès à des milliers de films, divers et variés. Netflix est un choix qui nous a fait sacrifier nos vieilles habitudes de spectateurs au profit d'un confort standardisé.